sommes ce que nous mangeons. Chaque culture a des produits propres qui la nourrissent et qui s'exposent dans les cycles festifs. Des produits que la terre donne et que l'être humain combine pour que la nourriture ne soit pas seulement un acte de survie, mais aussi un plaisir. Produits naturels qui se transforment grâce aux mains expertes de l'artisan et qui se transmettent de parents à enfants. Grâce à ces mains, nous conservons cette culture qui se mange et qui nous fait aussi différents et pareils. Apiculteur. Du latin apis, qui veut dire abeja en espagnol, abeille. Du latin colere, qui veut dire cultivar en espagnol, cultiver. Ce n'est pas un astronaute, mais il lui ressemble. C'est un apiculteur. Et c'est l'être humain qui connaît le mieux un monde fascinant, celui des abeilles. L'apiculteur prend soin des animaux qui donnent un des aliments le plus appréciés de notre civilisation, le miel. Les abeilles ont créé une substance vitaminique et merveilleuse. Pendant des siècles, les maîtres apiculteurs ont pris soin de transporter les insectes afin d'obtenir un miel de différentes saveurs, densités et arômes. Le pollen des fleurs donne les caractéristiques particulières d'un liquide sacré. Les abeilles ont beaucoup travaillé pour créer une substance dans laquelle certaines civilisations enterraient leurs morts dans l'Antiquité. Pendant toute l'année, les ruches ont été dans la campagne. Chacune donne son fruit. C'est pour cela que l'apiculteur fait changer les abeilles de ruche. Les rayons sont maintenant vides, mais pleins de cire et de miel produits par les insectes. L'apiculteur est semblable à un artiste qui découvre un chef-d'œuvre caché au milieu d'alvéoles qui contiennent le miel. Chaque rayon est mis dans un extracteur. La centrifugation fait adhérer le miel aux parois de la machine. Il est temps que le liquide doré sorte et commence à remplir d'énormes réservoirs où il se maintiendra en parfaite condition. Lors de différentes phases, le miel perdra ses impuretés, arrivant jusqu'au consommateur avec toutes ses qualités. Boucher, charcutier. Du latin caro, qui veut dire carne en espagnol, viande. Du français chaud, croûte, chauffer de la viande crue. Sans aucun doute, c'est notre animal le plus complet. On utilise tout de lui, même la queue. C'est le cochon, un des premiers animaux que l'être humain est arrivé à contrôler. Actuellement, on continue à tirer du porc parti entièrement. Dans beaucoup de villages, une fois par an, l'abattage se fait avec tout un rituel. Anciennement, c'était même une dévotion religieuse, devenant petit à petit un symbole d'abondance. L'abattage voulait dire avoir de la viande pendant une grande partie de l'année,
Actuellement, le processus est bien plus hygiénique et quotidien. Peu à peu, les parties de l'animal deviendront de la viande et de la charcuterie. La plus connue d'entre elles étant le jambon. Mais un des processus les plus intéressants est sans aucun doute la charcuterie, saucisson, boudin et plus concrètement les saucisses. La viande pour la saucisse s'obtient du filet de l'échine de l'animal, convenablement haché, salé, poivré et épicé avec de la cannelle. Ensuite, elle est mélangée et mise dans la machine. Le boyau recevra la viande et se transformera en saucisse pleine d'énergie et de protéines. Le foie divisant une par une la saucisse est la dernière partie du processus. Le charcutier est un maître qui travaille la viande et la cuit. C'est l'artisan qui fait la mortadella, le jambon cuit. Les maîtres bouchers et charcutiers sont une part importante de notre vie quotidienne. Ils sont les fournisseurs, les pourvoyeurs d'une grande partie des protéines dans nos sociétés. Confiseur. Du latin confectus, compuesto en espagnol, composé, préparé, confectionné. Du français confiture. La corporation des confiseurs est une des plus anciennes d'Europe. Curieusement, au Moyen-Âge, les cierges se vendaient avec les fruits confits. Probablement parce que le miel était associé avec l'autre substance produite par les abeilles, la cire. Cette association était connue en tant que Gremi de Confiters y Cerers, corporation de confiseurs et cireurs. La confiture consistait à mélanger des végétaux et fruits secs avec du sucre qui s'obtenait du miel et de la canne à sucre. Ainsi, la pâte de courge ou de patate douce se mélangeait au sucre et donnait des substances consistantes qui satisfaisaient celui qui les mangeait. Une des recettes les plus étonnantes que les maîtres confiseurs font encore est l'arnadi. Une sucrerie islamique que l'on trouve encore, surtout dans la contrée de la Costera. Nous avons cuit au four une citrouille qui devient une pâte très attractive. Les maîtres confiseurs ajoutent des pignons, raisins secs et des petits morceaux de fruits confits qui se transforment en pierres précieuses dans les mains des professionnels. L'amande moulue agglomère encore plus l'arnadi. Le résultat est une pâte compacte, savoureuse et pleine d'énergie. Nous mettrons maintenant la sucrerie dans une terrine en y ajoutant par-dessus des amandes, des pignons et du sucre. Le four attend une des merveilles gastronomiques que les Valenciens peuvent offrir au monde, l'arnadi. D'une certaine manière, les maîtres confiseurs deviennent des artistes plasticiens quand, peu à peu, ils transforment le masse-pain en figure sucrée qui aide à vivre avec un sourire et souligne les jours importants de notre cycle festif.
Glacier. Du latin gelare, helado en espagnol, glace, en état froid. Il y a seulement un siècle, manger une glace était faire une expérience magique, ce qui arrivait peu de fois dans l'année. La raison était simple, il était très difficile de conserver la glace. En cela, les glaciers dans les montagnes conservaient de façon naturelle ce trésor pendant plusieurs mois. Quand on avait de la glace, dans beaucoup de villages, un appareil étonnant fonctionnait, la glacière. Il s'agit d'un objet cylindrique fait en liège et en métal. L'extérieur était en bois et l'intérieur métallique. Entre les deux, il y avait une chambre froide où on déposait les morceaux de glace. Pour faire une bonne glace, il fallait tout d'abord chauffer le lait dans un récipient. Une fois chaud, ce liquide essentiel recevait les ingrédients qui donneraient le goût à la glace. En premier, le sucre était versé. Ensuite, on pouvait ajouter des substances qu'on avait préparées. Des œufs, de la cannelle, des fruits coupés, des fruits secs moulus, du chocolat. Actuellement, le procédé est le même, mais la technologie a pas mal facilité le processus. Lorsqu'on mettait le mélange dans la glacière, l'artisan devait tourner pendant plus de 20 minutes jusqu'à ce que le froid de la glace extérieure imprègne l'émulsion. Peu à peu, cette substance prenait de la consistance. À travers le monde, les glaciers de Shishona vendaient le produit de ce long procédé. Il se faisait et se vendait presque en même temps. Un aliment frais, plein d'énergie et sain, la glace. Aujourd'hui, le bras humain a été remplacé par le bras mécanique, mais le principe est le même. Utiliser des produits de grande qualité pour que le résultat soit sublime. Fabricant de horchata, du latin ordium, céréale qui devient le ordi en valencien, orzo en italien, cebada en castillan, ou probablement du latin ordeata, qui est la boisson d'ordium. L'horchata est une boisson froide faite avec du souchet comestible, du sucre, de la cannelle et du citron. Il s'agit de l'orgeat. De l'eau est née la vie. Avec le grondement de son ruissellement commence une des plus fascinantes symphonies de notre culture gastronomique. Le processus pour obtenir une des boissons les plus rafraîchissantes et surprenantes du monde, l'orgeat. Les souchets se trouvent dans les champs, dans les environs d'Alboraya, un endroit où les sédiments et l'eau donnent une saveur spéciale à tout ce qui pousse. D'abord, on laisse sécher le souchet dans des sacs de 25 kg. Le processus commence lorsqu'on les met à tremper. L'objectif est de les hydrater pour qu'ensuite ils donnent leur meilleure substance. À partir de là, les souchets danseront un rythme tous ensemble. On passe à la deuxième phase. Le maître fabricant d'orgeat va les broyer dans l'eau et y ajoutera les ingrédients magiques, la cannelle et le citron. Maintenant, la symphonie change de rythme. Le souchet se transforme en liquide. Chacun se défait peu à peu et se mélange avec la cannelle et le citron. Le liquide de la vie, qu'au Moyen-Âge on croyait médicinal, commence à prendre forme. La pulpe se sépare du liquide. Par absorption, on finira en séparant toutes les impuretés. Le chef d'orchestre et maître fabricant d'orgeat maintient à tout moment le rythme de la symphonie.
Maintenant, l'orgeat recevra la substance qui l'édulcorera encore un peu plus, le sucre. Tout comme un bon vin, à la fin du processus, l'orgeat doit être goûté. Le maître fabricant d'orgeat vérifiera que l'œuvre est à son point parfait de saveur et de texture. Alboraya a étendu son manteau blanc à travers le monde. Du souchet, on peut actuellement faire des biscuits, des gâteaux et autres sucreries. De grandes personnalités sont même venues de loin pour goûter un des plus succulents liquides que les sols fertiles valenciens ont créé, l'or blanc, l'orgeat. Boulanger, fournier, du latin panem, pan en espagnol, pain, du latin fornus, construction en forme de voûte ou crypte. Dans l'Antiquité, on cuisait dedans différents matériaux, vitres, céramique, aliments. Revenons aux origines. Main et farine, farine d'épeautre, la première céréale utilisée par l'être humain pour se nourrir. Nous reproduisons ici une action qui a environ 10 000 ans. Un des facteurs qui provoqua la révolution néolithique et qui nous a fait tels que nous sommes. Nous assistons à la manipulation de la farine et le plus caractéristique de ces produits, le pain. Peu d'ingrédients, mais ensemble, ils forment par excellence l'aliment de la civilisation occidentale. Farine, eau, levure et sel. Les mains commencent à bouger et former une masse compacte. C'est l'aliment qui a maintenu vivant beaucoup d'Occidentaux pendant des milliers d'années. Son importance a provoqué révolutions, guerres et conflits sociaux. Pour obtenir le pain, les maîtres boulangers font un rituel ancestral qui s'est mécanisé en partie, mais qui garde le même esprit. Lorsqu'on a fini de pétrir la pâte, on lui donne une forme. On la dépose dans un lieu sombre où, peu à peu, elle fermente. Il y a 100 ans, à température ambiante. Aujourd'hui, avec la technologie actuelle, nous savons que la température idéale est de 28 degrés. Dès que le pain a fermenté, nous l'enfournons. À 215 degrés pendant 30 minutes, le pain deviendra l'aliment présent dans chaque foyer. Les mains sont irremplaçables et chaque main est unique, tout comme chaque pain. Pain de 1000 formes, textures et saveurs qui auront toujours une chose en commun, un maître qui met toujours plus que son savoir-faire dans son œuvre. Pâtissier. Du latin pastare, pastar en espagnol, pétrir, paître. Le maître pâtissier travaille avec diverses couleurs, textures et ingrédients. Les saveurs sucrées réveillent depuis la préhistoire d'agréables sentiments parmi les humains. De son atelier, le maître prépare ses recettes depuis longtemps. Tel un alchimiste, chacun a ses rituels et ses recettes préférées. Combinaison secrète que seul lui connaît. Notre maître pâtissier nous propose une ancienne recette. Nous allons faire avec lui des coques escudellades. Nous allons commencer un des gâteaux les plus spectaculaires de notre catalogue en cassant des œufs dans un récipient. Nous ajoutons le lait,
l'huile et le sucre. Le tout bien battu. Le citron et la cannelle dessinent des formes impossibles sur notre recette. La masse change de couleur au fur et à mesure que le maître pâtissier fouette la préparation. Ensuite arrive l'artillerie lourde, les amandes moulues, les raisins secs et les noix. Avec la farine, nous ferons la pâte. On en dispose sur l'oblat. On saupoudre le sucre et au four. Fabricant de turrón, du latin torrere, tostar en espagnol, rôtir, griller, ou turis, torre en espagnol, tour. Le turrón est une friandise traditionnelle faite avec des amandes et du miel. C'est un genre de nougat. Notre voyage commence main à main avec une très petite protagoniste, l'amande. Amandes cueillies dans nos amandiers et qui vont devenir une des sucreries les plus extraordinaires du monde occidental, le turrón ou le nougat. Actuellement, le facteur humain continue d'être fondamental, mais la technologie aide la tradition. Notre histoire commence aux côtés d'une grande chrysalide pleine d'amandes. De cette grande mamelle, nos protagonistes partiront vers différents fours pour être grillés. L'amande est déjà prête pour son voyage. D'un côté, elle sera mélangée avec du miel et du blanc d'œuf. Ça sera le début d'un nougat extraordinaire, le nougat d'Alicante. Une chaudière mécanique fera l'amalgame jusqu'à son point de consistance idéal. Alors, la pâte sera divisée selon son poids et on y ajoutera les oblats. C'est alors qu'on le coupe et qu'on le retrouve dans sa forme connue. Le nougat d'Alicante est prêt à être mis en boîte et distribué à travers le monde. L'histoire du nougat de Chichona est parallèle mais plus douce. Ça commence par une pellicule de miel froid à laquelle on ajoute de l'amande pilée dans un moulin en pierre. La pâte qui en résulte doit reposer pendant un jour dans le silo. À tout moment, on contrôle la qualité au maximum. Ensuite, on la passe aux boigettes, fuseaux. Pendant 3 heures, ils ne cesseront d'être remués de haut en bas. La pâte devient uniforme et acquiert la couleur dorée qu'on lui connaît. Elle devra attendre 24 heures pour arriver à sa consistance maximale et devenir le nougat de Chichona. Il y a beaucoup de nougats différents, faits avec des processus divers dans la communauté valencienne. Mais la main de l'homme et le feu mêleront toujours l'amande et le miel. 2 ingrédients basiques pour obtenir une sucrerie associée à la fête de Noël. Fromager, du latin formaticus, en forme de, qui veut dire formace en valencien. Fromage, du latin caseus, qui veut dire queso en espagnol. Fromage. Mercredi 9h du matin. Le lait commence à cailler dans un grand réservoir.
C'est du lait de chèvre qu'on a apporté des granges proches. C'est un lait qui a toutes les garanties sanitaires, mais sans traitement chimique. C'est un lait cru, un lait sain. De chaque litre de lait, 83% est de l'eau. Le reste sont les éléments qui deviendront du fromage. À côté du réservoir, le maître fromager est prêt à commencer un rituel qui transformera le liquide blanc en substance solide. Maintenant, tout le lait est à 5 degrés et les pelles ne cessent de le remuer. En 48 heures, on le passera dans un autre réservoir à 35 degrés où il deviendra plus dense. Dans 4 heures, notre fromager coupera le caillé avec la lyre et le fera ressembler à une mer d'iceberg. Au-dessus apparaît le sérum de couleur jaunâtre. Tandis qu'il se repose, la chimie naturelle fera effet et le tout prendra le degré idoine d'acidité. Le caillé et le sérum se prennent séparément. La matière première du fromage est coupée afin de le mettre dans des moules qui prendront la forme ronde caractéristique. C'est le moment de saler les fromages et ils resteront 2 jours dans la chambre d'aération. Les fromages sont prêts à commencer un voyage incroyable. En agissant, les bactéries naturelles font que chaque morceau devienne une explosion de saveurs, odeurs et textures différentes. Dans certains fromages, la moisissure envahit toute la superficie. D'autres deviendront des pierres mangeables. Des centaines de fromages sont actuellement au repos pendant un bon moment, dans l'obscurité, pour réveiller tous nos sens dans un futur proche. Le gouvernement valencien, à travers son conseil d'industrie et commerce, ainsi que la mairie de Valence, ont créé un espace particulier. Le centre d'artisanat de la communauté valencienne est l'endroit adéquat pour que le collectif d'artisans fasse l'éloge de son travail et diffuse ses activités, son expérience et son héritage. Dans ces locaux, le visiteur pourra découvrir et admirer les produits artisanaux exclusifs de la communauté valencienne.